Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, le titre de la conférence, c'est Être en couple avec un HPI, est-ce un défi ou un cadeau? Donc l'idée m'est venue suite à un article que j'ai vu passer, où justement, je trouvais ça assez actuel parce que, il y a pas mal de catégories, de neuroatypiques aujourd'hui, vous le savez et beaucoup de personnes se référencent autour de la catégorie des neuroatypiques. Ici, je vais parler des HPI, mais évidemment, il y en a d'autres dans les neuroatypiques. Il y a les TDAH, les TSA, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Oui, parce que je viens de dire TDAH, le spectre, ouais, HPE, bon, il y a toute une série. Le TSA, c'est le spectre autistique, etc., etc. Ouais, Asperger, etc. Bon, donc j'avais envie de vous relater un peu comment m'est venue l'idée de cette conférence. Donc c'est cet article que j'avais trouvé intéressant et je me suis dit, tiens, derrière cet acronyme, ce profil se cache toujours une réalité beaucoup plus complexe à vivre au quotidien pour ceux qui vivent avec un HPI. Donc on appelle les neuroatypiques un HPI et un neurotypique quelqu'un qui n'est pas HPI, en tout cas qui ne rentrerait pas dans cette catégorie. Et donc, c'est cette complémentarité ou cette difficulté à vivre avec, à faire avec, à s'accoupler avec quelqu'un qui est dans cette différence. Et on va un peu parler de ça parce que ce n'est pas forcément évident, parce que ça peut être un défi, parce que c'est peu ordinaire. Il n'y a quand même que des HPI, il n'y en a que 2% de la population, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Je vous rappelle que c'est la définition, c'est un profil qui a un QI supérieur à 130, 2,3% de la population, donc une personne sur 44 est HPI. Et les THPI, les très hauts potentiels intellectuels, c'est supérieur à 145 de QI, donc 0,1% de la population, ce qui fait 1 sur 1000. Donc vous avez compris que moi ça fait longtemps que je suis en compagnie d'un THPI, donc 0,1% de la population, 1 sur 1000. Quand je lui dis, il me dit, mais il faut rencontrer une autre personne de 1 sur 1000 qui est comme moi, ça ne fait pas beaucoup. Donc forcément, ils vont s'affilier ou s'accoupler avec des neurotypiques. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup plus. Bien que, je le dis en intro, c'est quand même plus facile de se rassembler avec ces groupes de pairs. Même si on ne se marie pas avec, c'est quand même plus simple qu'ils soient entre eux, parce qu'ils vont être câblés du même, et donc ça va fitter beaucoup plus facilement, parce qu'ils se comprennent à demi-mot, étant donné qu'ils sont formatés du même, et je décrirai ce qu'est les critères, les atouts du haut potentiel intellectuel et ses difficultés, ses fragilités, parce qu'il y a les deux. Mais c'est vrai que vous avez vu, ils ne sont pas très très nombreux quand même, pas si nombreux que ça, hein, c'est pas énorme. Voilà. Et donc, comment vivre, c'est quand même challengeant quand vous ne l'êtes pas, de vivre avec quelqu'un comme ça. Et donc, l'article que j'avais vu passer, j'avais trouvé assez marrant. Je vous donne les phrases que j'avais vues, je vous relate un peu cet article en diagonale. Sophie soupire en voyant Pierre-Alexis traverser de long en large le salon pour la 10e fois en 1 heure. Il ne peut pas rester 5 minutes tranquille. Même devant un film, il faut qu'il commente, qu'il anticipe la fin, qu'il explique les références historiques. Il a le don de transformer une soirée Netflix en cours magistral. Voilà, confie cette directrice commerciale de 42 ans qui, elle, est mariée avec un HPI depuis 45 ans, qui a 45 ans. Et donc, c'est parfois un défi, comme elle dit, cette femme, elle dit, ces cerveaux câblés différemment, qui représentent 2% de la population, transforment bien souvent la vie conjugale en montagne russe émotionnelle. Ben oui, vous avez compris que ça fait les... Il y a dans les critères des HPI, dans les qualités et les défauts, vous avez l'intensité émotionnelle. Donc ça fait souvent comme ça, les montagnes russes. Bon. Néanmoins, être HPI ne relève pas de la pathologie, mais d'une manière singulière de raisonner, dit la psychologue. Alors après, elle dit, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, les hauts potentiels vont mieux que les autres. Reste à vérifier. C'est pas simple pour eux, hein. Ils ont une intelligence scolaire, mais aussi un rapport au monde différent, ça c'est sûr, à la fois émotionnel, social et relationnel.
ils le comprennent mieux. Alors, ils comprennent le monde. Comme, les HPI, si vous en fréquentez, ils ont toujours cette espèce de vision globale de questionner l'existence. Questionner tout questionner tout le temps. Donc c'est toujours en amont des concepts, en amont des préconceptions, en amont. Donc à tout questionner toujours en amont, bah forcément, est-ce qu'ils comprennent le mieux le monde? En tout cas, ils le questionnent, ça c'est sûr. Euh, Donc vous avez compris, intellectuellement, ça va, ce qu'elle disait, hein, ça va cogiter à toute allure. Et, et donc c'est imaginez un petit pois chiche qui tourne en rond. Donc l'agitation mentale et en général, il y a une surchauffe mentale avec une pensée en arborescence qui fait il y a des associations dans tous les sens et parfois une dispersion puisqu'il y a une agitation mentale un peu qui s'associe un peu de partout. Alors ça fait des croisements de concepts, de modèles théoriques, etc. Et quelque chose d'assez global. Mais en même temps, on le verra un peu plus tard, ça peut leur jouer des tours. Donc dans cet article, hein, je continue, elle dit comme ça, il démarre 3 livres en même temps, il lance des idées de rénovation en pleine nuit, planifie les vacances des mois à l'avance. J'ai toujours l'impression d'être en retard sur sa pensée. Voilà. Donc ça va être une des difficultés majeures des HPI avec des neurotypiques, c'est que ils ont l'impression que l'autre il est lent, il les suit pas quoi. Il y a du décalage de rythme, de vitesse aussi. Et donc celui qui ne l'est pas, il faut qu'il s'adapte ou qu'il ne le prenne pas personnellement parce que c'est pas de sa faute. Hein. Mais oui, ça va à toute allure et ça pense tout le temps, jour et nuit. Et ça pense vite et ça pense bien en général, mais ça pense trop. D'ailleurs, une question que je voulais vous poser, est-ce que vous reconnaissez certains dans le groupe là comme quelqu'un qui réfléchit tout le temps ou qui réfléchit trop? Ouais, levez la main. Oui, d'accord. Donc, voilà. Oui, il y en a pas qu'elle. J'ai fait une assemblée d'HPI ils sont intéressés par le titre. Ils se disent, je vis avec un neurotypique, comment je fais? Alors, si tu veux parler, vas-y, je vais reformuler ce que tu dis. Il y a la question aussi de vivre entre HPI. Ah oui, la question. Alors, je développerai un peu plus tard. Oui, parfois, se vivre avec quelqu'un qui est HPI, c'est souvent le cas. Pourquoi? Parce que qui s'assemble se ressemble et que, comme il y a une saturation, une pensée rapide et puis d'abord une longueur d'onde commune, mais aussi toute l'hypersensibilité et l'hypersaturation sensorielle font qu'ils peuvent devenir asociaux. Donc des fois, les autres ne les supportent pas. Entre eux, ils se comprennent. Si tu veux. Il y a d'autres pièges. Alors attends, hein? Il y a d'autres pièges. Il y a d'autres pièges. On va les élaborer. Mais on verra déjà. Là, je me suis quand même mise HPI et neurotypique. Et puis après, on verra 2 HPI ensemble. Ça fait quoi? Moi, j'en ai connu. Hein, j'en ai rencontré des couples d'HPI. Il y a des pièges aussi, ouais. Mais oui, bien sûr, on fera le point. Donc, je repars sur l'article où c'est une neurotypique avec un HPI. Un simple regard de travers et je peux partir dans des scénarios catastrophes. Elle me trouve épuisant et elle a raison. Parce que c'est vrai que ça dramatise en fait. Hein, il y a une intensité émotionnelle. Vous avez vu les montagnes russes. Et donc, ça va souvent. Moi, j'ai remarqué, il y a souvent des traits un peu parano qui vont avec. Hein. Du coup, ça part un peu en biais cognitif pessimiste, en biais catastrophe. Tout est dramatique, tout est amplifié, parce que tout est intense en fait. Hein. Donc voilà, donc des fois, ça fait un peu genre, t'arrives le soir, ça va ma chérie? Oui, ça va, oui, oui, ça va, un peu fatigué. Ou la réponse, rien de spécial. Et l'HPI va être là, il va scruter s'il n'y a pas un signe, il va dire ah ouais, est-ce qu'elle cache quelque chose? Est-ce que peut-être qu'il y a un problème dans la relation? Est-ce que c'est vrai qu'elle va bien? Peut-être elle masque un truc, peut-être que la relation, il faut qu'on en parle. Enfin, bon, voilà. Donc vous avez compris que le HPI il va surinterpréter, il va analyser et il va scruter, il va observer. S'il dit ça va, c'est voilà, c'est pas assez précis. Il va surinterpréter et souvent déformer aussi parce que pour lui, il faut qu'il y ait une réponse claire, authentique, précise.
Sinon, il commence à s'inquiéter et à surinterpréter. Et ça commence à gna gna gna, et voilà. Donc, à commencer à cogiter dans tous les sens. Voilà. Bon, exemple. Hein. Une remarque sur la vaisselle peut virer en débat philosophique sur la répartition des tâches dans la société patriarcale. J'en viens éviter les conflits simplement pour avoir la paix. Et c'est vrai que ça aime bien les concepts et ça aime bien les débats philosophiques ou politiques ou conceptuels. Ça aime bien débattre sur les idées. Pour un oui, pour un non, tout est sujet à nourrir la psyché au niveau informatif. Et souvent, hein, c'est ce qu'on retrouve chez les traits autistiques, c'est le côté infodump. Je ne sais pas si vous connaissez l'infodump. Non, vous ne connaissez pas. L'infodump, c'est quelqu'un qui aime être expert d'un sujet spécifique et qui va raconter son sujet, enfin qui va voilà, très vite parler de son sujet d'expert, et il aime bien être compris, il va noyer d'infos en termes d'expertise, parce que c'est son truc, et il peut vous noyer, si vous n'êtes pas comme lui, il peut vous noyer d'infos. Lui, il est passionné, mais par exemple, vous êtes dans une soirée, ou enfin, c'est pas le lieu, quoi. Il y a pas... C'est pas le moment de faire un débat sur un tel sujet, mais comme il est passionné, eh ben, son truc d'expert, il veut le partager. Et vous êtes là en mode infodump, c'est-à-dire dump, ouais, D-U-M-P. Ça fait partie aussi des particularités, que c'est pas les mêmes codes que les autres. Les autres, ils disent mais c'est quoi le truc là, c'est quoi le plan, tu vois. Et donc ils aiment bien être avec des experts. Entre experts, ça va. Et sinon, ils s'ennuient très vite. Si vous ne soutenez pas la conversation et l'échange intellectuel, ça va vite, ils vont vite s'ennuyer. Voilà, bon. Nos vacances sont un enfer, il a besoin de visiter 3 musées partout, de goûter les spécialités locales, de parler avec tout le monde. Donc là, on va trouver le côté un peu hyperactif, hein, souvent. Hyper, hein, hyper un peu tout. Le week-end, il veut refaire la cuisine. Ah oui, ça aussi, c'est typique. Hein. Le suivant, il envisage de déménager à l'étranger. J'ai l'impression de vivre avec un ado mal orienté. Donc, il y a un côté instable chez les HPI et dispersion, parce que c'est vrai, comme ils sont visionnaires, ils ont toujours plein d'idées, plein de projets, et souvent un peu dans la grandiosité, si vous avez remarqué. Et ils ne mènent pas tout. On ne peut pas tout faire. Il y a la différence entre l'imaginaire et le réel. On ne va pas mener à bien tous les projets, ce n'est pas nécessaire d'ailleurs. Mais il y a une envie chez eux, impulsive, avec une forme de grandiosité, d'envisager plein de projets. Et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et pourquoi pas. Mais on ne peut pas tout faire. Après, ça tombe dans le réel, et forcément, le réel est limité. Donc ça va être un peu compliqué. Mais ça fait un petit côté ado qui n'est pas très réaliste, quoi. C'est en contact avec un imaginaire grandiose, et pas tellement en contact avec la réalité et les limites du réel. Mais ça fonctionne comme ça. Donc, vous avez compris que si vous vivez avec quelqu'un comme ça, il vous embarque dans son univers, vous pouvez partir dans la fusée, l'écouter, lui dire « oui, super, super, super ». Et puis, après, vous le remettez en mode terre-à-terre. Dans tous ces projets, lequel, qu'est-ce qui est réaliste, quoi. Pas la peine... Parce que je pense que le HPI, il a besoin d'être écouté parce qu'il est visionnaire et qu'il a plein de projets dans tous les sens, et ça part dans tous les sens. Maintenant, ce n'est pas fait pour être rendu réel, concret. Il ne va pas tout concrétiser. Donc, et ceci n'est pas grave. Mais par contre, c'est mieux quand, dans la complémentarité, dans l'association, c'est pas mal quand il tombe sur quelqu'un qui est très concret, justement, et qui est structuré, qui est concret, et qui ne va pas partir avec lui dans sa fusée imaginaire, avec les 10 000 projets, parce que là, l'autre va être en contact avec le réel, c'est-à-dire les limites, la structure, l'ordre, et voilà, qui, quand, où, quand, quoi, comment, pourquoi, de quelle heure à quelle heure. Et ça va l'aider à arrêter de délirer, parce que des fois, ça peut partir un peu loin dans l'imaginaire, hein, dans les projets à 10 000 à l'heure, en voulant tout faire et en y croyant. Parce que comme il y a beaucoup d'enthousiasme au départ, dans les idées, et un imaginaire très fort qui galope, il y a une envie de tout projeter et de tout réaliser, en fait. Et après, il va y avoir, évidemment, comme ça part up, il va y avoir une redescente. Vous avez compris que le HPI, il va lui-même...
il va se plomber tout seul parce qu'il ne peut pas tout réaliser, toutes ces idées qui sont à 10 000 volts et à 10 minutes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pondre des idées tout le temps, en fait. Mais plein d'idées, en fait. Ça produit plein d'idées, et souvent des idées très intuitives et très chouettes, en fait. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire, hein, on n'a pas le temps, et ce n'est pas le but de l'opération. Il faut qu'il retombe un peu sur Terre. Voilà. Et donc, son cerveau va plus vite que... cerveau-émotion, ça va plus vite que la lenteur du réel, quoi. Vous avez vu ? Et donc, du coup, ça donne une instabilité interne. Et il faut pouvoir vivre avec quelqu'un qui a cette instabilité un peu chronique. C'est pas simple pour celui qui accompagne quelqu'un comme ça. Il faut le gérer. Il y a aussi quelque chose de, comme c'est la vitesse, le débit, la pensée rapide, ça associe, vous avez vu, hein, et donc il va toujours trouver que les autres sont lents pour lui. Ceux qui ne sont pas comme lui sont lents. Et donc souvent, il anticipe votre phrase. Vous n'avez pas, voilà, il anticipe. Vous n'avez pas le temps de répondre, qu'il a déjà répondu à votre place, qu'il va vous couper la parole pour anticiper. Il a déjà 3 coups d'avance. Il ou elle. Hein. Et donc c'est toujours, ça donne le sentiment à quelqu'un qui vit avec et neurotypique d'être moins bien, moins intelligent, moins rapide, moins à la hauteur, moins quelque chose. Voilà. C'est important, dans les pistes, hein, de ne pas le prendre personnellement, parce que ce n'est pas que vous êtes moins, c'est que vous êtes différent. Voilà. Prenez-le comme ça, plutôt que moins quelque chose. Et cette supériorité intellectuelle génère quand même des tensions. Le HPI peut reprocher à un neurotypique de ne s'intéresser à rien. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais on va dire qu'il n'a pas forcément le goût de partager les mêmes sujets que lui et autant de sujets que lui, parce qu'il n'a pas, les neurotypiques ne vont pas pouvoir, et c'est une compétence, d'aller s'intéresser à tous les sujets en même temps. Voir chez le HPI qu'il crée une dispersion, hein, parce qu'il s'intéresse à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça, en expertise, hein, en étant expert sur plein de trucs. Mais souvent, ça démarre des trucs, ça ouvre des fenêtres, mais ça ne les ferme pas, comme sur un ordi. Hein. Donc ça passe d'un truc à un autre, ding, 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 ding. Pensez en arborescence, ça croise tous les trucs. Donc ça se nourrit au niveau du cerveau, mais ça ne finalise pas toujours. Ça peut procrastiner. Hein, qui procrastine dans les HPI qui sont là ouais. Ça dépend des jours. Alors pas tous les HPI procrastinent, mais ça peut être un des biais, des pièges, qui est je commence 10 000 trucs parce que ça m'intéresse et je suis enthousiaste et c'est surtout que ça m'intéresse. Et après, du coup, j'en perds l'objectif de base que je me suis fixé parce que c'est moins fun, quoi. C'est moins. Il y a d'autres choses plus intéressantes qui arrivent en magasin et sur lesquelles j'associe et qui commencent à ouvrir ma curiosité. Ce sont des gens qui sont très curieux intellectuellement. Et donc ça. Et puis l'autre commence, le machin de base commence à m'ennuyer un peu parce qu'il y a des obstacles, c'est pour, bon, il y a des contraintes. Et je préfère aller me disperser sur tous mes sujets qui sont ouverts. Voilà. Et ça se termine en mode parfois procrastination ou surtout dévalorisation de soi, surtout déval. Hein. Ça fait partie des pièges du HPI. Hein. C'est la déval qui est, je me sens, ce qu'on appelle le sentiment d'être un imposteur, d'être illégitime, de ne pas aller au bout de ses rêves, parce qu'il y en a 50 000 des rêves, et ne peut pas tout réaliser. C'est normal parce que c'est humain de ne pas pouvoir tout réaliser. Mais lui, il va se dévaloriser, se déprécier à la hauteur de la non-réalisation de ses rêves. Voir s'il procrastine, ça aggrave son cas. Bon, il y a du bruit, mais c'est pas grave. Alors, cette richesse intellectuelle, donc il va se nourrir de plein de trucs au niveau intellectuel, et ça peut favoriser l'isolement. De nouveau, la question que je peux vous poser ici, parmi les HPI qui sont là, ou HPI plutôt, là on est sur le HPI, plutôt que HPE, qui sont ceux qui ont tendance à s'isoler ou à être dans le retrait du monde. S'isoler, voilà, quelques-uns. Il y a à la fois le goût de la fusion en général, c'est ce qu'on va trouver, le goût de la relation et surtout du partage pour des nourritures intellectuelles, avec, comme j'ai dit, avec des experts qui sont capables d'aller vite comme ça. Et à la fois, donc ils vont faire du tri sélectif, très souvent ils vont s'ennuyer très vite avec des neurotypiques, ils vont être là en mode bon bah c'est bien, quelle heure ça se termine tout ça, ils vont saturer ou s'ennuyer. Donc se mettre en retrait, même on peut être seul à deux, on peut être seul en groupe. Hein. Donc ils vont vite se mettre en retrait si les sujets ne les intéressent pas assez. Ça se voit qu'ils s'ennuient, ou marquer carrément le retrait.
parce que, un peu comme les autistes, ils ne vont pas hésiter, soit ils s'adaptent, et ils prennent sur eux de s'adapter socialement en restant à table ou en restant dans des mondanités qui ne les intéressent pas du tout, soit ils marquent le coup, ils se mettent en retrait et partent lire un bouquin ou je ne sais pas quoi sur leur ordi ou leur tablette, carrément en plein milieu d'une soirée avec des amis, puis ils se barrent et on ne les voit plus, et parce que ils s'ennuient en fait. Ou alors, vous les voyez très souvent, moi je suis en compagnie d'un HPI, je vois très bien comment ça fonctionne, même en milieu, on est au resto, en milieu d'une conversation, s'il commence à s'ennuyer, ben hop, il va prendre son tel et commencer à lire Le Monde, ou je sais pas quoi, n'importe quoi, qui va le stimuler. Et donc ça fait des arrêts comme ça, des arrêts sur image. Ça peut être énervant pour celui qui n'est pas HPI, parce qu'il ne comprend pas. Il peut se dire, mais on est en train de converser, puis en plein milieu, hop, il se déconnecte en fait. Donc c'est intéressant de voir que ça peut générer donc des conflits, des tensions, des incompréhensions de la part des neurotypiques, et donc des malentendus de communication, qu'il y a des ruptures du lien parce qu'il s'ennuie, et donc il va s'intéresser à ces trucs qui l'intéressent plus que ce qui se passe là dans la conversation. Hein. Ce n'est pas assez intense. Rappelez-vous, il y a l'intensité intellectuelle et émotionnelle. Donc dès que c'est un peu moins intense, il va s'ennuyer à mourir, hein, et direct. Et donc le retrait, et parce qu'il se sent incompris, il y a ce décalage depuis qu'il est petit, je ne me sens pas compris des autres, c'est le problème des neuroatypiques, eh bien, il va s'extraire du monde et s'isoler avec ses livres, ses recherches, ses expertises, ses informations, ses dadas, ses sujets, ou ses films, ou ses séries, ou son imaginaire. Donc ça repart là-haut, quoi. Voilà. Et souvent, ça s'épuise. Quelqu'un qui peut... Parce que, en général, quand les HPI ou HPE même vont pas bien, la tendance à l'isolement, ça peut les ressourcer ou les faire dégringoler. Parce que c'est pas forcément la meilleure attitude que de s'isoler tout le temps. Surtout quand on va pas bien. En général, le mieux, c'est d'être en contact avec quelqu'un qui est soutenant. Et parfois, ce réflexe d'isolement, parce qu'ils sont très sélectifs, ça les aide pas, en fait. Voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez aussi comprendre, ceux qui sont dedans, ceux qui sont HPI, c'est l'isolement peut être ressourçant, mais ça peut être aussi une manière de ne pas se faire soutenir et de se sentir toujours et encore plus incompris, décalé, pas comme les autres, de ne pas appartenir, d'être différent, et d'entretenir cette affaire de décalage qui existe depuis qu'ils sont petits. Voilà. Voilà, ça c'était pour l'article. Et en conclusion, ce qu'elle disait, c'est ce que j'avais vu d'intéressant. Ouais, vivre avec un HP devient quelque chose de très stimulant. C'est un conjoint qui peut donner envie de faire plein de choses. C'est pas voué au malheur si vous le comprenez dans sa différence. Et je donnerai des pistes tout à l'heure sur comment faire quand on est avec quelqu'un comme ça pour ne pas partir en crise. Parce qu'il y aura, comme il y a beaucoup d'intensité, il y aura quand même plus de crise qu'avec quelqu'un qui n'est pas. Il faut s'y attendre. Et puis il y a de la passion, il y a de l'intensité. Donc qui dit intensité, parce qu'ils sont addicts à l'intensité, donc il y aura de l'intensité émotionnelle. Vous vous sentirez compris et vu parce qu'il y a de l'empathie. En général, ça se marie avec du HPE, donc de l'hypersensibilité émotionnelle. Ils sont hypersensibles aussi, les HPI. Donc, vous allez vous sentir écouté, compris, vu, voire aimé inconditionnellement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il va dans votre direction ou qu'elle va dans votre direction. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire ce que vous voulez. C'est juste que vous vous sentez compris. Et donc ça peut être passionné, passionnel, empathique, mais aussi égoïste, dans le sens que c'est pas parce que je t'écoute et que je te comprends, parce que j'ai ces compétences-là, que je vais faire ce que tu veux. Il y a une différence, et ça j'ai compris tardivement, il y a une différence entre tenir l'espace d'écoute, qui est je suis là pour toi, tu es bienvenu, je peux accueillir ton univers qui est différent parce que je peux être empathique, et faire ce que tu attends. Écouter, c'est pas être que de l'empathie. Écouter, c'est tenir l'espace. Et tenir l'espace,
c'est se sentir vu, compris, entendu. Pour autant, ça ne veut pas dire que je vais changer quelque chose dans ma manière de fonctionner avec toi, ou que, bon, si j'ai envie de m'isoler, je vais retourner dans mon isolement. Si j'ai envie de repartir dans mes trucs, je vais repartir dans mes trucs. Mais je t'ai écouté, je t'ai compris, voilà, je t'ai vu, je t'ai entendu. Donc les neurotypiques, ils aiment bien être en compagnie des HPI, parce que ce sont des gens qui écoutent bien et qui comprennent et qui sont assez ouverts d'esprit, ils sont très ouverts d'esprit même, et donc et curieux, et de comprendre comment ça fonctionne en face. Tiens, un autre individu, c'est étrange comment ça fonctionne, voilà. Et donc ils vont s'intéresser à l'autre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont faire ce que vous voulez, voire pas du tout. Vous m'interrompez hein, si vous trouvez que c'est pas vrai. Ça, Alors, pour tout le monde. c'est vrai pour tout le monde. Enfin, écouter, c'est pas forcément faire ce que la personne. Oui, c'est vrai. Mais chez les HPI, comme ils sont HPI, HPE, ils ont quand même vraiment des compétences spécifiques sur l'art d'écouter, l'art d'être en patte. Il y a une, comment on appelle ça, une perméabilité émotionnelle. C'est-à-dire, et de l'intuition. Donc, je saisis presque mieux que n'importe qui ce que tu perçois, voilà. Il y a ce câblage émotionnel qui fait que je peux même m'imbiber de tes émotions, et avec un côté un peu médiumnique, et en décryptant, comme je l'ai montré dans l'exercice de tout à l'heure, je décrypte les signaux, j'interprète les signaux. Donc j'ai l'habitude de scruter, d'observer, de décoder, comme si j'avais un décodeur sur tes émotions. Donc du coup, ça me donne une compétence que d'autres n'ont pas, qui est une compétence d'empathie. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis vraiment en pâte. Ça ne veut pas dire que je me mets vraiment à ta place et que si ça m'arrange, je le fais, mais si ça m'arrange, je ne le fais pas. Voilà. Alors attends. Tu veux prendre le micro, c'est bien. Mais... L'erreur, c'est de croire qu'une personne qui sait écouter, c'est une personne qui va faire ce qu'on voilà. souhaite. Parfait, mon cher. Oui. Et ça, c'est valable, c'est valable pour tout le monde. Tout à fait juste. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est à vous de piger le truc. C'est pas parce que vous vous sentez compris, écouté, entendu, vu, que forcément l'autre, il est dans votre camp et qui va faire un pas vers vous. Ça veut dire qu'il vous a compris, point barre. Vous a écouté. C'est déjà bien, hein, c'est déjà une bonne chose. Ouais, alors attends, vas-y, passe le micro. Voilà. Je suis désolée, ce soir j'en ai qu'un. Oui, je disais, en fait, je ne sais pas si je parle au bon endroit, oui. On peut cumuler parfois aussi. C'est-à-dire qu'on peut être HPI et hyper en pâte. Et là, ça se complique. Je dirais. Voilà. Un exemple, une belle suradaptation à l'autre, justement parce qu'on capte tout ce qui est pas dit, les failles, les non-dits, voilà, tout ce qui est pas exprimé. Et donc, on a 3 tours d'avance pour anticiper tous les scénarios possibles en fait que l'autre pourrait ressentir, et on se fait plein de nos cerveaux en fait. Mais voilà, c'est juste pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, on catégorise, mais j'entends ce que vous dites, mais oui. Je peux dire quelque chose ? Oui, je veux dire, d'accord. Comme on est les rois ou les reines des projets inachevés, donc même si on comprend l'autre, c'est un projet. On n'ira pas jusqu'au bout, c'est tout. Pas nécessairement. Oui, les deux, vous avez tous les deux raison. Hein. Sur la partie empathique et sur adaptation. Souvent, d'ailleurs, comme je l'ai dit aussi, c'est vrai, parce que comme il y a ce décalage de départ quand vous êtes petit, il y a l'envie aussi d'appartenir aux autres, tout en se sentant différent et décalé. Et donc, il peut y avoir très jeune cette espèce de masque social qui est je prends sur moi pour m'adapter, et des fois c'est épuisant d'ailleurs pour certains, parce que de toute façon ça ne marche pas tant que ça. Et c'est le faux self, ouais. Et donc cette suradaptation qui est je veux quand même rester en lien, je ne veux pas être seule de chez seule, je veux quand même rester en lien, et pendant un temps peut-être me suradapter en faisant des efforts de ouf pour faire comme les autres. Sauf que tu vas te fatiguer parce que tu n'es pas comme les autres. Il y a quand même des différences notoires, hein, parce que ceux qui sont diagnostiqués, hein, je vous rappelle que c'est un diagnostic clinique fait par des psychologues, ceux qui sont diagnostiqués HPI, HPE. Voilà, vous avez quand même des différences qui sont effectives. Donc, après, cette suradaptation aussi, elle doit cesser
parce que c'est pas sain, parce que ça te colle un faux self, et c'est surtout et c'est épuisant. Très souvent, ils vont se coller, parfois ils se collent des burn-out émotionnels, parce qu'il y a l'addiction à l'intensité, et l'envie, tu rajoutes l'envie de s'adapter en faisant des efforts surdimensionnés pour garder le lien, en écoutant trop, ou en faisant des trucs pour l'autre, et en se faisant passer après. Ok, donc ça fait partie des limites et des pièges, que quand tu conjugues l'empathie et l'adaptation à l'autre, ça peut être maousse, et que du coup tu ne tiens plus compte de toi, c'est-à-dire tu te penches sur l'autre au lieu de rester sur ton axe. Ce qui doit être revu à la baisse, enfin ça doit être revu et corrigé ça, hein, sinon c'est voir si tu t'en sors pas, de t'affilier avec tes groupes de pairs, hein, et puis c'est tout, et puis t'en resteras là. Ou à un moment donné, des fois je les ai en consultation, je leur dis dans des couples comme ça où ils s'en sortent pas parce que l'autre est vraiment trop différent et qui s'adapte, et bon bref. À un moment donné, aller avec des gens, ou même qui n'ont pas l'idée d'aller dans des groupes de pairs. Mais ça existe. Vous allez dans des mouvements philosophiques, des mouvements intellectuels, des sujets d'expertise, des trucs qui vous concernent en fait. Et comme ça, vous allez trouver votre groupe de pairs, au lieu d'aller vous ennuyer et de dire finalement personne ne me comprend, je reste tout seul au monde. Non, c'est dommage. Alors, je continue. Les particularités cognitives, vitesse de traitement élevée, pensée en arborescence, je l'ai dit. Idées multiples simultanées, oui. Alors, oui. Merci. Alors moi, c'est un peu spécial parce que je suis reconnu Asperger, mais je suis HPI aussi. Donc ça me sauve quelque part de ne pas avoir trop d'empathie, justement. Ça me sauve. Mais par contre, j'ai vraiment des hauts et des bas, beaucoup. Alors, est-ce que c'est de la cyclothymie? Je ne sais pas. Mais ça me fait un peu peur parce que ça part dans tous les sens. Et en 1 heure, je peux avoir des émotions négatives et positives à la fois. Merci. Oui. Alors, je parle des HPI ou THPI. Après, j'ai pas trop. Là, je me suis pas mise sur tous les neuroatypiques, hein, parce que sinon, même s'il y a des ressemblances. Mais oui, vous pouvez conjuguer des catégories. Et effectivement, il y a l'intensité, je l'ai dit, émotionnelle. Donc, c'est ça l'intensité émotionnelle. C'est que un coup, tu fais les montagnes russes, un coup, tu peux être très en haut, extatique. Tu te réjouis et tu es au sommet de l'extase pour un oui, pour un non. Tu as vu. Je sais pas quoi, une plante, un chat, n'importe quoi, d'un coup tu montes au sommet. Un rien le fait grimper, mais un rien dans la même journée peut le refaire descendre. Qui peut être un rien mental, ça peut être un stimulus mental, souvent c'est tout seul. Hein. Il n'y a besoin de rien, c'est pas grand-chose de l'extérieur. Parfois c'est interne, c'est même pas une stimulation extérieure. Parfois c'est une stimulation extérieure qui d'un coup fait dégringoler le moral. Ou qui le plombe, mais parfois c'est tout seul. Hein. Il a la capacité de s'auto-plomber tout seul avec, je sais pas, une pensée, une image, un souvenir, un imaginaire négatif, un biais catastrophe. Je sais pas, un rien le fait retomber et dégringoler bien bas. Et donc ça fait effectivement en général. Alors il faut voir aussi, puisqu'on en parle, pour moi il y a une addiction à l'intensité, mais pas qu'émotionnelle, des stimulations en général, puisqu'il s'ennuie très vite, une intensité intellectuelle, une intensité émotionnelle. C'est pour ça que ça va tout amplifier, en fait. C'est pour ça que ça fait ou très magnifique, ou très nul, avec des pensées du style quel est le sens de la vie? Alors, alors ce soir, je suis partie, j'ai mon copain là, qui était THPI, là, il me sort. C'est pour vous faire marrer, parce que je prépare ma conférence, machin, je vais partir. Oui, moi je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais réfléchir au sens de ma destinée. Comment te dire prépare ses bagages pour partir à Noël dans sa famille. Oui, pourquoi pas, hein, tu peux réfléchir. C'est un exemple, vous avez 12-13 ans qui se questionnent comme ça, mais quel est le sens de ma vie? Et peut-être que j'ai encore raté ma vie, peut-être que je ne suis pas encore à même de trouver vraiment le sens de ma vie, parce que peut-être qu'il faut réfléchir sur... Bon, ça doit vous parler, parce que c'est vraiment ces trucs-là. C'est toujours en train de se questionner sur les questions du sens de mon existence, des valeurs ajoutées, à quoi je peux servir au monde, et voilà, ça te fait sourire parce que c'est un classique du genre.
Et en même temps, à force de se questionner là-dessus, des fois, c'est pas le moment. Quoi, ou c'est peut-être pas, il n'y a pas d'intérêt à ça. C'est plutôt un truc à faire concret, puis pas se prendre la tête, quoi. Mais c'est pas possible. Et donc, ça va créer une addiction à l'intensité dans tous les sens du terme. Ce qui fait que c'est pas aidant d'avoir une addiction à l'intensité. Comme tous ceux qui sont addicts, même les neurotypiques ont une addiction à l'intensité, ça les aide pas en fait. C'est sympa de temps en temps parce que ça amplifie les émotions, les imaginaires, les perceptions. Donc ça fait voyager en fait. Mais en même temps, des fois, on n'a pas besoin de se faire machin cyclotimique, là, les up and down, parce que c'est fatigant. En réalité, c'est très fatigant. C'est fatigant pour soi, c'est fatigant pour le prochain, pour celui, le compagnon, là, il n'en peut plus, là, il est... Au bout d'un moment, parce que si tu écoutes quelqu'un qui se fait comme ça, là, qui se noie dans ses émotions dans la même journée, un coup il est au sommet, un coup il s'est plombé tout seul, il te plombe l'ambiance, tu n'as même pas compris pourquoi. Et puis, si tu essayes de lui sauver la vie en mode je t'écoute, je te comprends, on va essayer de trouver une solution, tu arrives en sauveur, et ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est addict à l'intensité en réalité. Donc, c'est des interventions inopérantes en réalité, si vous comprenez le truc. Hein. Donc, c'est important de voir que l'addiction à l'intensité, ça a du bon, mais comme c'est une addiction, c'est très piégeux. Donc le problème des HPI ou de toutes ces personnalités alors justement qui ont cette addiction, c'est est-ce que c'est possible, c'est la direction thérapeutique à suivre, c'est l'équanimité, c'est-à-dire d'aller vers une acceptation plus grande du réel, avec moins de grandiosité, de magnificence, d'intensité, voilà. Donc ça va être quelque chose d'important de pouvoir apprécier avec moins. De faire avec moins de tout partout, plutôt que de plus de tout partout. Et ça, c'est facile à dire, c'est au niveau théorique. Après, c'est une pratique pour eux, c'est vraiment de faire avec moins, pour moi, hein, ça c'est ma visée de psychologue, de faire avec moins d'esbrouf, moins de tout partout, moins de... Voilà. Parce que, et qu'est-ce qui va aider à faire moins de tout partout ? C'est la structure. C'est qu'eux-mêmes arrivent à se structurer, parce que nous, on ne peut pas les structurer à leur place. Structurer, c'est par exemple des routines, ou se mettre dans l'action. Ben, c'est la connaissance de soi. C'est savoir reconnaître que j'en fais trop partout, mais même dans mes imaginaires, hein, où je veux en faire trop tout le temps, où je me stimule trop tout le temps, je me surchauffe, je me surstimule, où je me fais de l'intensité émotionnelle parce que j'adore ça, mais j'adore ça, donc ça donne des côtés très fusionnels, mais très, très solitaires. Ça fait très tout partout, quoi. Très, très... Faire ça, c'est Alors, pas justement d'ouvrir le... Est-ce que faire ça, c'est pas justement développer le faux self? Et en fait, est-ce que... Parce que non, en essayant de faire tout moins, d'accepter tout moins, parce que ça, c'est effectivement plus confortable pour le neurotypique qui est avec, mais pour le neuroatypique, en fait, est-ce que c'est pas peine perdue? Est-ce que c'est pas justement... Alors, oui, bonne question. Merci de poser ces questions pertinentes. Je pense que c'est un piège, parce que tout ce qui est en excès crée le déséquilibre, même pour l'organisme. Le problème, ça va être l'épuisement mental, parce que trop d'agitation mentale, et ça colle des burn-out émotionnels et des burn-out en général. Quand il y a trop de tout partout, ça fait l'organisme est trouble du sommeil, il y a des troubles qui vont apparaître hein, de toute façon, parce que c'est excessif. Donc le retour à l'équilibre est demandé, mais c'est à eux. C'est pour ça que c'est un piège. Alors, le fait d'aimer trop de trucs partout, c'est une problématique, vous avez compris, avec les limites. Ça n'aime pas les limites. Ni l'autorité qui va coller des limites. C'est pour ça que souvent, ils sont un peu tout seuls dans leur coin. Il faut qu'ils soient en mode autonome, hein, qu'ils n'aiment pas qu'il y ait un patron sur leur dos ou quelqu'un qui les surveille ou qui les contrôle, etc. Parce qu'ils n'aiment pas les limites, en fait. Ils n'aiment pas les limites venant des autres, mais ils n'aiment pas les limites venant d'eux-mêmes. Et donc ça peut être aussi un piège. Et c'est pour ça que le manque de structure, c'est à la fois un atout, c'est toujours pareil. C'est à la fois un atout parce qu'il y a un côté sympathique à imaginer, à être visionnaire, à avoir des milliers d'idées, à pondre plein de trucs qui sont chouettes en plus, qui sont vraiment souvent pertinents. Mais à un moment donné, ça s'autodétruit tout seul avec du trop de stimulation partout et du trop d'intensité dans tous les sens. Parce que ça se colle la dévalorisation aux fesses, hein, comme on l'a vu, parce que là, c'est surdimensionné, et donc ça imagine pouvoir faire tout ça, mais ce n'est pas possible, parce que la réalité est limitée.
Donc ils s'auto-détruisent tout seuls avec trop de tout partout. C'est pas évident, parce que la difficulté, ça va être justement de se restreindre, d'être en contact avec les limites du réel. Pas les limites forcément que leur collent les autres. Mais par exemple, on est sur le couple, l'autre va forcément être limitant, puisqu'il va avoir des attentes, il va pas être forcément comme vous. Bon. Donc les limites, ça va le gonfler. C'est pour ça qu'on va le trouver souvent arrogant, ou prétentieux, ou arrogant, ou je sais pas, ou les deux. Ou incompréhensible parce qu'on ne le comprend pas, et c'est un malentendu, parce qu'en fait, c'est à la fois un atout de voir de manière grandiose, mais c'est à la fois un piège pour eux surtout, parce que c'est eux qui souffrent d'abord et avant toute chose de trop de dispersion, de ne pas y arriver à tout faire, voilà, de ne pas supporter les limites du réel. Et donc il y a un conflit sans arrêt entre le réel qui présente des limites, les gens qui présentent des limites, eux-mêmes qui sont limités, puisqu'on n'a pas un temps inconsidéré, on a un organisme qui est tout le temps limité, on ne peut pas tout faire, tout ce qu'on veut, tout est tout le temps limité, et ça les gonfle, ils ne supportent pas. Ils ont un conflit de base avec les limites du réel, et c'est très pénible. Alors vas-y. Oui, j'ai un problème avec le micro ce soir. C'est un micro? Oui, ok. Que faire des personnes, je prends l'exemple de mon ex-compagne, qui ne croyait pas du tout à la surefficience et disait que c'était totalement quelque chose d'inventé, qu'il n'y avait aucune différence entre les personnes. Parce que forcément, quand vous amenez, quand vous soulevez le fait d'être, je dis un vous général, je ne vous vise pas, mais quand on dit que l'on a une surefficience, ça peut amener les autres à se dire « Ah ben, moi non, donc. » Voilà. Oui. Oui, je l'ai dit un peu tout à l'heure ce soir. Les conjoints des HPI peuvent se sentir moins suffisants, c'est-à-dire moins bien qu'eux, se dévaloriser. Alors, bon, c'est comme ça. Merci d'avoir compris la question. Oui, je reformule. Donc ils vont se défendre parce qu'ils se sentent un train de retard, en fait. Où ils vont ils vont s'évaluer moins qu'eux, donc idéaliser le HPI en le mettant sur un piédestal, comme quoi il faut se hisser pour aller à sa hauteur. Et voilà, c'est juste différent. Mais le compagnon, il ne doit pas se déprécier, tout comme, curieusement, le HPI lui-même va se déprécier facilement. Lui-même se dévalorise parce qu'il n'est jamais à sa hauteur par rapport à son imaginaire grandiose. Et donc, les deux se déprécient souvent, mais pas de la même manière. Et il y a à travailler sur cette estime de soi qui est souvent très faible chez les HPI et aussi faible chez les compagnons qui vont se comparer aux HPI. Alors, c'est pas nécessaire de se comparer, c'est des fonctionnements différents. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est différent. Voilà, il y a à comprendre ce truc. C'est peut-être de ne pas le dire, en fait. Quoi? C'est le fait de ne pas le dire. De ne pas le reconnaître. Parler du sujet pour pas mettre une différence comme ça. Oui. Alors attendez, je vous écoute et je reformule. On attire les personnes toxiques, pervers narcissiques, plus que la moyenne. Alors la question c'est est-ce que les HPI attirent les pervers narcissiques plus que les autres C'est parce qu'ils sont une faille chez nous. Oui, après, des pervers narcissiques, il y en a de nouveau, là j'ai dit, vous avez vu le nombre, il y a 2,3% de la population HPI, il y en a 2% de la population des pervers narcissiques, donc il y en a très peu aussi. Il n'y en a qu'1%, donc voilà, donc il n'y a rien du tout, donc c'est... Hein, ouais, bon, alors donc c'est minimaliste. Donc vous ne pouvez pas rencontrer des PN à tous les points de vue, bon, de temps en temps il y en a, mais c'est très... Par contre
Il y a, de toute façon, là, je ne vais pas répondre à ça parce que chez les HPI, il y a des manipulations et chez les neurotypiques aussi. Donc, qui manipule quoi voilà. Donc, je termine sur mes particularités cognitives, vous avez compris, hein, ce qui va créer une surcharge mentale et fatigue, souvent des ruminations, des pensées très rapides, nombreuses et difficiles à éteindre, et une fatigue émotionnelle, malgré parfois peu d'activité apparente, parce que c'est pas parce que ça brasse souvent émotionnellement, et comme on l'a vu avec une addiction à l'intensité, ça ne veut pas dire qu'ils font beaucoup d'actions. Voilà, des fois ils ne sont pas tellement tant que ça dans l'action par rapport à d'autres profils qui sont plus stables, comme il y a une instabilité interne. Il y en a d'autres qui font plus de choses en pensant moins, en s'agitant moins, et qui font plus que... Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas. Hein. Voilà, le cerveau ne se met jamais sur pause. Ce qui fait aussi des troubles du sommeil et il faut faire débrancher. Alors, ça fait partie aussi, si je parle au HPI, là, de comment je trouve des astuces pour débrancher le mental. Parce que ça leur fait le plus grand bien. Hein. Donc, ceux qui cherchent, trouvent. Mais il faut chercher des astuces pour faire... on a débranché. Et vous avez compris que ce qui va permettre de débrancher, c'est tout ce qui ramène au corps, ou à la lenteur, puisqu'ici c'est accéléré au niveau de la vitesse, il va falloir décélérer. Donc ça va être le frein. Freiner, ralentir, aller des fois dans la contemplation, mais pas se noyer dans la contemplation non plus, parce que c'est toujours en excès. Donc, et oui, donc c'est trouver une forme d'équilibre entre ni trop ni trop peu dans tout ce qu'ils font, pour en tout cas trouver des astuces pour mettre sur pause cette pensée qui est tout le temps en train de cogiter H24. Et chacun doit trouver ses démarches pour débrancher un peu. Émotionnellement, on l'a dit, hypersensibilité fréquente, intensité affective, joie, peine, empathie, hyperlucidité sur soi, sur les autres et le monde, fort sens de la justice et de l'éthique et vulnérabilité à l'anxiété et au doute. Souvent, on va les retrouver dans les profils en santé mentale, hein, on les retrouve souvent anxieux et ou dépressifs. Voilà, donc ça fait partie, oui, vous l'avez compris, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agitation mentale, une surchauffe, donc une dérégulation du système nerveux très fréquente, et donc on va les retrouver dans les profils anxieux et ou dépressifs. Il va y avoir beaucoup d'insomniaques aussi. Oui, des troubles du sommeil, ça va avec. Dans la dérégulation du système nerveux, tu vas retrouver soit des problématiques autour de régulation en orthosympathique, donc soit ils sont en mode accélérateur avec 10 000 idées, 10 000 projets à la minute et 10 000 trucs à faire partout, en train de s'intéresser à 10 millions de trucs, ou ça passe quand ça en peut plus, ça passe en mode donc figement, paralysie et déval, et plutôt accès dépressif et immobilité, voilà, tu vois, le côté anxieux et ou dépressif et ou les deux. Donc avec des troubles du sommeil, mais pas que, de l'excès, quoi. Voilà. Au niveau des particularités relationnelles, relations sélectives, besoin de profondeur, ça je ne l'ai pas encore dit, mais ça vous le savez, vous avez remarqué que quand les échanges ne sont pas assez profonds, ça les gave en fait, ça ne les intéresse pas du tout. Vont fuir ça. Donc ils vont être très sélectifs dans leurs relations, ils n'ont pas besoin de beaucoup de relations. Mais donc leur temps est précieux, donc il ne faut pas passer du temps avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, ni à n'importe quelle heure. Et en plus, il faut que ce soit sur des sujets d'expertise ou des relations, ou des sujets profonds qui concernent le sens de la vie, de l'existence, voilà. La construction du fonctionnement humain. C'est souvent les questions existentielles qui les intéressent, ou philosophiques, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc soit ils s'attachent fort, soit ils se mettent en retrait. Vous avez compris, c'est tout... C'est comme des ados un peu, hein, tout de suite, où ils se sentent envahis ou abandonnés, ou c'est très fort fusionnel, ou c'est en retrait, c'est très tout ou rien, c'est très blanc ou noir, c'est très, amplifié, quoi. Tout est un peu intense comme ça, dans le tableau clinique. Impression de ne pas être compris, ennui dans les conversations superficielles, j'ai déjà dit, et difficulté à trouver des personnes sur la même longueur d'onde. Ce qui peut c'est vrai que souvent ils se disent qu'ils se sentent seuls, même quand ils sont entourés, ils se sentent seuls. Ça c'est vraiment déclaratif, la plupart des HPI le disent. Voilà, de s'adapter en permanence pour rentrer dans le moule, de minimiser ses idées ou son vocabulaire, et de jouer un rôle pour éviter d'être perçu comme bizarre. On l'a aussi chez les traits autistiques, hein,
le fait de s'adapter pour pas être, pour appartenir tout simplement. C'est une grande difficulté de minimiser son vocabulaire pour Alors, mettre au standard. oui, alors il dit que c'est une grande difficulté de minimiser son vocabulaire pour se mettre au standard. Et oui, je comprends. Et oui, 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 mais oui, parce que c'est faire des efforts surdimensionnés pour se mettre à niveau pédagogique. Je comprends. Mais en même temps, tout le monde n'est pas comme ça, donc ça demande de faire oui, des efforts. Alors, ça dépend. S'adapter, oui, c'est aussi être pédagogue. Pédagogue, c'est je me mets à niveau. Donc, je redis 3 fois, 10 fois, j'explique et je suis patient, je développe les compétences de la patience pour être pédagogue. Parce que tout le monde n'est pas comme moi, donc tout le monde ne pige pas aussi vite ou ne s'est pas intéressé au même sujet et n'a pas toutes les infos que moi j'ai. Et donc, oui, ça leur demande de prendre sur eux pour être un peu pédagogue. C'est sûr. Et s'ils n'ont pas envie, il faut qu'ils sélectionnent les personnes qui sont sur leur même longueur d'onde et puis qui ça s'en ressemble, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas la peine non plus de s'épuiser. Un bouquin que j'avais lu qui était vraiment exceptionnel sur le sujet, qui avait été écrit par des surdoués d'ailleurs, qui explique très bien, c'est Les surdoués et les autres de Carlos Tinoco, Sandrine Gianola et Philippe Blasco. Celui-là, parce qu'il décrivait vraiment comment les HPI ou les surdoués, enfin bon, on dit plutôt les HPI, ont tendance à déconstruire toutes les pensées reçues, à refaire le monde, mais toujours c'est un travail de déconstruction, c'est-à-dire questionner toujours en amont, déconstruire toutes les règles du jeu, et donc c'est ça la différence, c'est je rentre pas et j'applique pas les règles du jeu tant qu'elles ne sont pas éthiques pour moi ou valables pour moi dans mon monde à moi. Je ne suis pas concernée, que les autres soient des moutons certes, mais que moi, voilà. Donc je vais questionner toujours toutes les règles et je veux pas subir. Voilà, donc d'où ce côté un peu isolé, un peu différent, parce que ça n'aime pas, ça déconstruit toujours toutes les idées reçues en questionnant, faisant les thèses et les antithèses et surthèses, et en s'informant surtout avec le goût de l'information pour chercher à comprendre tout ça sans être le mouton. Hein, ça vous parle, j'imagine ça doit résoudre. Tout ce qui est incohérent est rejeté. Hein? Tout ce qui est incohérent. Tout ce qui a besoin de sens et de cohérence, et sinon, effectivement, c'est rejeté. Le syndrome de l'imposteur, quand même très important, quasiment, qu'on le retrouve très souvent. Donc, doute constant sur sa valeur réelle, je l'ai dit, dépréciation, se sentir nul malgré des capacités évidentes. Très souvent, ce sont des personnes qui ont, comme vous l'avez vu, beaucoup de talent un peu dans tous les sens, même pas que intellectuellement. Ça peut être des talents artistiques, des talents d'innovation, de visionnaire, de tout ce qu'on veut, plein de talents. Mais par contre, ils vont se sentir nuls, donc ne vont pas être souvent en capacité de développer, de rayonner les talents, d'offrir leurs talents à cause de cette dévalorisation de soi, et que le monde est limité, que voilà, ils ont pas, et le temps est limité, tout est limité, donc on ne peut pas tout déployer et tout faire vivre. Donc le fait de choisir un talent et de s'y tenir, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils démarrent des trucs, et comme on l'a vu, ils ne vont pas forcément au bout, ou ils passent à un autre truc, ils s'intéressent, ah oui, mais alors moi j'ai envie de faire de la flûte, et puis ah super, et là, je prends des cours, puis après, j'arrête, et puis après je vais faire du dessin artistique, c'est super, super, et puis maintenant je vais composer, mais c'est super, et puis après maintenant je vais écrire, c'est super, et puis maintenant je vais, bon voilà, et tatati, et tatata. Donc ça démarre 10 000 trucs, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, c'est juste que le fait de ne pas aboutir, de ne pas se donner les moyens d'aboutir parce que c'est pas assez bien, c'est commenté comme, ce sont souvent des perfectionnistes, donc ça ne va pas assez vite, et c'est où j'échoue, je réussis. Donc si ils échouent trop vite, ils se désintéressent et ils passent à autre chose, puis à autre chose et à autre chose. Donc du coup, ces talents ne sont pas forcément offerts aux autres, au monde. Et du coup, ça leur colle ce syndrome de l'imposteur avec ce côté idéal. Ce sont des idéalistes souvent avec un idéal de grandiosité qui a à voir avec les limites. Voilà. C'est pas de la naïveté quand même. C'est pas de la naïveté. Non, c'est pas de la naïveté. Ils sont pas naïfs du tout puisqu'ils sont toujours en train de chercher à comprendre. Alors, il est en train de dire. Parce qu'on s'imagine que ce qu'on a perçu de suite,
que ça met un temps fou à ce que ça se réalise à l'extérieur. On se dit, on est un peu imposteur parce qu'on a cru que tout le monde le savait et que moi, je suis qu'un imposteur parce que je l'ai perçu de suite. Oui, alors ce qu'il est en train de dire, je répète, hein, c'est que je vais essayer de répéter, de reformuler. Donc si moi j'ai pigé très vite, j'imagine que les autres ont pigé très vite, mais quand je vois, c'est ça, que les autres pigent pas vite, qui sont lents, alors je me sens imposteur, c'est ça? C'est un peu ça l'idée? Voilà, bon, pendant j'ai pigé. C'est pas la manière dont je définirais le syndrome de l'imposteur. Alors, non, moi non plus. Alors, si vous voulez parler, prenez le micro, sinon on vous entend. Quelqu'un qui réussit Alors, attends, 30 secondes. de prédilection, qui gagne un prix Nobel, et puis on lui dit, finalement, on lui pose... Oui, ça serait quelqu'un qui aurait des accomplissements, des belles réalisations, un overachiever, un surréalisateur, par exemple. Puis on lui dirait, voilà, comment vous êtes venu à faire ça, vous avez gagné le prix Nobel. Et il dit, n'importe qui aurait pu le faire, mon voisin, la secrétaire, etc. Syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes, je veux dire, de leur propre réussite et des fruits de leurs propres travaux. Oui, c'est jamais. Mais parce que tu as compris pourquoi ils font ça, c'est parce que de leur point de vue, ils sont jamais assez parfaits. Oui, parce qu'on a une faille. Oui, il y a une faille narcissique. C'est exactement ça, c'est ce qu'il dit. Il y a un sentiment d'incomplétude et donc de chercher toujours à faire mieux, à faire meilleur, à faire grandiose, à être un génie, à se comparer. Et cette faille narcissique, elle les détruit en fait. C'est un massacre. C'est ce qui empêche le talent de se développer, malheureusement. Oui. Alors, les failles narcissiques sont liées à l'enfance, comme tu le dis si bien. Alors, ce qu'elle dit, je vais retraduire. Désolée, ce soir, j'ai qu'un micro. Quand ils sont enfants, on ne les a pas encouragés ou stimulés suffisamment pour développer la palette et le spectre des talents qu'ils avaient en germe, c'est ça? Où ils ne se sont pas autorisés. Oui, après, c'est quand même l'environnement qui permet la graine de germer souvent. Hein, où ils ne se sont pas autorisés à faire vraiment ce qu'ils aimaient. Et donc, du coup, ça se... Du coup, quoi? Du coup, il y a une faille narcissique. Bah oui. Il y a une mauvaise estime de soi dans le fait de ne pas reconnaître son est bon. Et puis, il y a cet idéal. Il faut voir qu'il y a quand même le perfectionnisme et un idéal du moi un peu grandiose. J'aimerais réussir parfaitement. J'aimerais que tout soit parfait dans ce monde. J'aimerais qu'il n'y ait pas de limite. C'est des idéalistes. Et donc, ça voit la vie en grand. Et c'est pour ça que c'est visionnaire. Il y a le bon côté de cette affaire. Et en même temps, ça va se déprécier, se décourager quand ce n'est pas à la hauteur de son idéal. Que ce soit dans la relation amoureuse, c'est pareil. Hein, parce que moi, je travaille sur la relation amoureuse. On voit très vite la déception, donc la difficulté parfois de s'engager, parce que c'est déçu, surtout quand ils fréquentent des neurotypiques, ça va être déçu du manque de... il va y avoir du manque, c'est comme tu as dit, le sentiment d'incomplétude, donc ça va être orienté sur le manque, et donc c'est jamais assez parfait, c'est un peu décevant, quoi. Le réel est toujours décevant pour eux. Et donc ça peut s'auto-déprécier ou déprécier la relation ou le contexte ou la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc faire la gueule, quoi. Les difficultés narcissiques, c'est l'estime de soi. C'est les failles narcissiques, c'est un manque de confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur étant lié très souvent, c'est je ne suis pas légitime. Ce qu'il a dit, il a dit très justement, se reconnaît pas dans sa légitimité. Et donc au lieu de se dire, bon, ça va, j'ai quand même fait un truc qui est pas mal, c'est chiadé, ça va, ça suffit, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Non, il se reconnaît pas, c'est jamais assez bien, ça aurait pu faire mieux, il va se comparer à quelqu'un qui a fait mieux. Alors des génies, il y en a partout, hein, donc pas besoin de se comparer. Mais lui, ou elle va se comparer, parce que ça pourrait être mieux. Je dis, c'est le côté, il n'y a pas de limite, quoi. C'est le problème des perfectionnistes.
Problème à l'autorité, je l'ai dit, hein. Donc, si les règles sont absurdes, il y a un gros problème à l'autorité. Ce qui va leur jouer des tours, parfois, ça peut être un atout, une force ou une faiblesse, hein. Ça dépend comment on le voit. Voilà. Hein? Côté pro, ça peut être compliqué quand ils travaillent en équipe ou avec un hiérarchique qui ne pige pas, hein. Parce que soit on pige comment ça fonctionne, soit si on ne pige pas, il va y avoir des malentendus, quoi. Il va y avoir des relations de pouvoir ambiguës Bon, c'est compliqué, complexe. Alors, oui. Souvent, les HPI sont souvent autonomes. Soit ils sont des électrons libres au sein de la société, il ne faut pas qu'on les embête. Soit ils se trouvent des postes ou des métiers où ils n'ont pas affaire à des autorités, où ils reconnaissent l'autorité comme étant OK, c'est une autorité qui a de la... voilà, si on sait, je sais pas, je suis dans un milieu de chercheurs et que je trouve que les autres chercheurs sont intéressants et ont leur point de vue et qu'on ne vient pas trop me contrôler, ça va. Maintenant, oui, ils deviennent autorité eux-mêmes, voilà, ça c'est possible, mais il faut qu'ils valident que l'autorité soit légitime et voilà, ait du poids. Sinon, si c'est pas vrai pour eux, ben, ils vont pas rester 107 ans là-dedans parce que ça leur convient pas. Donc ils vont pas supporter des trucs, ils supportent pas l'autorité pour... ça va pas leur plaire, quoi. Donc ils vont partir dans d'autres métiers. Par rapport aux injustices, oui, j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas là, mais ils ne supportent pas l'injustice avec des règles et d'éthique, besoin de cohérence, de sens, d'éthique, de justice, et avec, je l'ai dit quand même, associé à des biais catastrophiques, parce que ça se méfie beaucoup de l'injustice, des trucs pas éthiques, et s'intéresse souvent à la politique, à la société, au social. Ça voit large, hein, c'est pas juste la relation one-to-one, hein, c'était assez... s'était intéressé sur les questions philosophiques existentielles. Donc, si le HPI est mal reconnu lui-même, parce que c'est important de se reconnaître dans ce profil, ou nié, comme je l'ai dit, anxiété, dépression, burn-out, ou errance professionnelle ou affective, très souvent il y a problématique à l'engagement ou à faire comme les autres, et donc ça peut errer, se balader un peu partout, comme les TDAH d'ailleurs, qui ne sont pas reconnus, ça peut se balader un peu partout et avoir des errances professionnelles ou sentimentales, puisque là je suis sur le couple. Donc parfois c'est difficile pour eux de créer des relations durables. Il y a une envie, une aspiration à la connexion, à la communion, comme vous avez compris, et en la fois des difficultés à se comprendre avec l'autre ou à s'engager dans le sens de faire face au réel et aux déceptions du réel. Créativité, j'ai oublié de dire, mais en général il y a une grande créativité, une forte intuition, des capacités d'apprentissage rapide et sens des valeurs humaines. Alors, donc, les problèmes dans les couples, puisque là je suis sur le couple avec le décalage avec HPI et neurotypique, donc c'est le décalage de vitesse qui va stresser parce que ça le fatigue de s'adapter, parce que lui c'est fatigant, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est fatigant de s'adapter, ça demande des efforts surdimensionnés, donc de ralentir, par peur de ne pas être compris, que l'autre ne comprenne pas, etc. Il doit apprendre à être pédagogue, mais des fois ça le saoule, donc ça le fatigue. Et donc il y a un stress, déjà que c'est un profil instable et stressé, et que si en plus dans la relation il est avec un neurotypique, ça va augmenter le stress et la fatigue. Et du coup, des fois ça pète un câble en fait, ou ça se met en retrait, ça tombe dans les modes survie, attaque, fuite ou figement. Vous avez compris, parce que ça stresse trop. Tout ce qui est passe-temps va les ennuyer. Le passe-temps, vous vous rappelez, non, je ne sais peut-être pas, en structuration du temps, le passe-temps, c'est les conversations sur la pluie et le beau temps, sur, je ne sais pas quoi, les couches-culottes, les mondanités, les voitures pour les mecs, le foot, je ne sais pas quoi... Pour les nanas, c'est les histoires sentimentales à l'eau de rose. Voilà. Bon, pour eux, c'est bullshit. Et ils vont vite s'ennuyer. Et ils veulent avoir des conversations expertes, éclairées, avec des infos. Et donc, ça va les ennuyer, les passe-temps. Du coup, comme le problème du passe-temps, c'est que c'est socialement admis comme étant un démarrage de contact dans la relation. On ne peut pas démarrer direct par de la profondeur, de l'intimité, du dévoilement, d'authenticité, parce qu'il y a des codes. Il y a des codes sociaux
Et dans les codes sociaux, la plupart des individus démarrent par le passe-temps. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as été en vacances ou tu as été en vacances? Et tout ça, ça les saoule, c'est lent. Ça va pas direct sur les sujets éclairants, les sujets d'expertise, les sujets profonds. Et donc, ils sont là en mode, soit ils shiftent, soit ils se mettent entre eux, mais ils n'aiment pas le passe-temps. Le problème, c'est que c'est des codes sociaux et on ne peut pas sauter des étapes, donc c'est décalé. Voilà. Donc, alors, c'est à comprendre, ça. Voilà, que faire de ça? J'en sais rien. En tout cas, il y a une information qui est certaine, qui est que les codes sociaux sont ceci, et que soit tu fais un effort d'adaptation, soit tu n'en peux plus et tu es trop stressé dans cette période, et tu fuis ces mondanités, et tu te trouves des groupes d'amis comme toi, ou tu prends tes bouquins, ou tu fais autre chose, quoi. Mais voilà, mais il faut savoir que ces codes sociaux existent, donc où tu t'adaptes, ou tu t'adaptes pas, mais c'est bien de s'informer et de savoir que bah, voilà, ça existe. Donc la plupart des gens fonctionnent comme ça. Et comme, ah oui, autre chose qui peut être aussi problématique dans la relation, comme ils se posent 10 000 questions, et que je vous parlais de cette addiction à l'intensité, donc ça surchauffe là, et ben du coup, ils ont du mal à être dans l'instant présent, et à ralentir, et à profiter pleinement de l'instant présent. Ça, c'est assez compliqué pour eux. Donc, même s'il y en a qui sont méditants, il y a des méditants, hein, beaucoup de méditants chez HPI, parce que ils aiment bien, ils s'intéressent souvent à l'ésotérisme, à la mystique, à plein de trucs, d'ailleurs, à la philosophie, plein de trucs existentiels, d'ailleurs, pour donner du sens. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'ils soient dans l'instant présent. C'est difficile pour eux de profiter vraiment, de savourer des bons moments dans l'instant présent, parce qu'immédiatement, le yo-yo va repartir dans la tête. Aussi, beaucoup d'intolérance en général, ça va avec les neuroatypiques, hein, vous le savez, saturé très vite, par exemple il y a un moustique qui passe, l'autre il va dormir et lui il va être là, il va s'énerver sur le moustique, il ne peut pas dormir, il est vite réactif, vite activé, vite faut trouver une solution, et un petit truc émotionnel ou un moustique va vite devenir un gros problème qui va prendre une ampleur pas possible, et donc il va s'exciter dessus. Et le conjoint à côté, il ne sait plus quoi faire. Il n'en peut plus. Parce que c'est un peu agité, quoi. Tu vois, il s'active. En fait, le système nerveux est dérégulé, donc il est activé très vite pour un petit truc qui prend une ampleur survie, quoi. Alors il fait chaud, tout de suite, faut mettre la clim. Il fait froid, ça y est, c'est un drame. Enfin, tout devient hyper réactif. Il y a des intolérances. Le système est vite saturé. Donc le bruit, la lumière, la chaleur, le froid, les machins, tous les trucs d'homéostasie, c'est vite compliqué, quoi. Bon, voilà. Donc, je sais pas, j'ai pas de recette magique. Hein. En tout cas, c'est observable. Si vous avez des recettes pour fonctionner avec quelqu'un comme ça, souvent, ce que j'ai vu, puisqu'on questionnait sur les couples de neuroatypiques ensemble, ils se connaissent et donc ils prennent des chambres, chacun sa chambre par exemple. Donc ça, chacun son espace. Il y a des moments où on est ensemble et il y a des moments où on est comme en coloc, c'est-à-dire on fait silence chacun, on respecte les bulles. On ne cherche pas à trop intruser l'autre parce qu'on sait que l'autre il a besoin de son silence, de sa bulle, de sa chambre, de sa pièce, parce qu'il est intolérant à plein de trucs. Et donc on ne va pas l'embêter, quoi. On n'a pas trop d'attente parce qu'on se reconnaît du même. Vous voyez, donc ça peut fonctionner comme ça. Moi j'en ai vu, c'est des fonctionnements à l'amiable. Voilà, pourquoi pas, hein. Oui, vas-y, attends. Allô? Ça marche pas? Ça marche, c'est pour ça. Ah. C'est un micro. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas HPI. Vous, comment faites-vous pour, dans votre quotidien avec votre compagnon depuis je ne sais pas combien de temps? Parce qu'on parle de donc le sujet c'était en couple, hein, donc voilà, 13 ans, d'accord. Donc vous, quelle méthodologie avez-vous mise en place? Voilà, parce que moi ça m'intéresse.
débranché. Oui, alors, la question c'est comment j'ai fait, comment je fais avec quelqu'un comme ça. Alors après c'est un exemple parce que ils ont tous leur forme, chaque HPI est différent évidemment, chacun est singulier. Bon, moi je peux donner mon exemple à moi. Déjà ce truc de ne pas prendre perso, toutes ces intrigues d'intensité, au début c'était compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi dans la même journée, au même moment, un coup c'était up et l'après-midi ça passait en down comme ça. Il n'y avait rien qui avait changé, il n'y avait pas eu de problème majeur en fait, c'était rien de passé spécial, mais c'est en interne que d'un coup ça a fait comme ça. Donc j'ai arrêté de chercher à sauver ou à trop écouter. Parce que si je commence, j'écoute, mais un peu, mais pas tant que ça, parce que si j'écoute et je reformule pendant 107 ans, de toute façon, je n'ai pas de solution. Et quand je ramène une solution, je joue au sauveur et c'est pas opérant. Parce qu'après, ça repasse, ça rechange. Hein, ça reste pas comme ça, hein, ça repasse comme ça, ou ça repasse, puis ça va fluctuer en fait. Et c'est pas dépendant de moi. Donc, du coup, je prête moins d'attention. Je fais ce que j'ai trouvé qui marche bien, et ça, je vous conseille, c'est de mettre des temps pour parler sur la relation. Voilà, il y a un temps, ce que j'appelle faire des diades. Alors, tu veux qu'on parle de la relation, on va se donner un temps, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, tel jour, telle date, telle heure. Et là, c'est organisé c'est cadré, c'est structuré. Je vais parler de structure. Ça aide, la structure va aider les HPI à arrêter de parler tout le temps de problèmes qui n'existent nulle part. Des fois, ils parlent de problèmes, ça n'existe pas. Hein. C'est imaginaire. Donc, du coup, en cadrant comme ça, il y a un temps pour, si tu veux que je t'écoute, je veux bien prendre un quart d'heure, 20 minutes, je ne vais pas prendre toute la journée, quoi. Donc ça peut marcher, parce que c'est pas que je ne veux pas t'écouter, mais c'est que je ne veux pas intervenir en sauveur. J'ai remarqué que je n'étais pas toute puissante et que ça me mettait dans l'impuissance de l'écouter sans que ça change quelque chose. Donc, cette intervention en mode sauveur est inopérante. De temps en temps, je dis je comprends, oui, je comprends, ouais, mais j'en fais pas des tonnes. J'ai arrêté d'en faire des tonnes. Et ça, c'est aidant, parce que de lui-même, il va trouver ses ressources. Il n'y a pas que le compagnon qui peut être ressourçant. Il y a des thérapeutes, il peut avoir ses amis, il peut voir ses bouquins, il peut trouver ses ressources internes ou ses ressources externes pour s'aider à changer son monde intérieur. Voilà. Ça, c'est important, de ne pas se sentir tout puissant, de ne pas être l'unique personne, parce que comme souvent ils sont fusionnels, je ne suis pas l'unique personne ressource qui peut être là pour toi, pour te comprendre ou t'aider à changer tes humeurs qui sont up and down. Ça, c'est un. Il y a autre chose aussi. Alors, le cadre, c'est pas mal. Ça marche pas mal de prendre des temps cadrés parce que de ne pas parler sur la relation toute la journée. Comme ils aiment bien parler, analyser, comprendre. Donc, la tendance, et moi, je peux avoir tendance à le faire aussi, à tout analyser. Alors, on va parler de la relation pendant toute la journée parce que d'un coup, on s'excite intellectuellement là-dessus. Mais au final, on ne vit pas la vie. On ne vit pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait là pendant qu'on est en montagne? Je l'ai vécu, je ne sais pas combien de fois ça. Exemple, on est en montagne, on est sur une rando, c'est super, il y a des beaux paysages. Avec quelqu'un d'autre qui n'est pas comme ça, on va vraiment profiter du paysage. Des gens plus stables vont vraiment être présents au paysage et être plus dans le silence et plus ancrés en fait. Ici, ça va parler sur la relation pendant 107 ans, mais pendant ce temps-là, on ne vit pas les trucs. On n'est pas là en fait. Et puis ça ne sert à rien parce qu'on n'a rien réglé en fait, on s'est juste excité le bourrichon sur... Il n'y a rien qui est efficace là-dedans, on peut parler pendant des heures, des fois c'est bien. Il y a un temps pour parler sur la relation, puis un temps pour faire autre chose. Il faut cadrer en fait, et ramener dans le présent, des fois faire silence, se taire, c'est pas mal. Ou mettre la main à la pâte dans le concret. Ça c'est des gens qui sont... Moi je suis très concrète et donc... La force, c'est que moi, j'étais concrète et lui, il était visionnaire. Et comme on travaillait beaucoup ensemble, à un moment donné, il y avait une complémentarité que lui, il pondait les projets et moi, je concrétisais dans la matière. D'accord ? Donc, ça fonctionnait. Bon, à part que, moi, ce qui m'épuisait, c'est que il est moins concret que moi, donc les idées c'est bien, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein, alors, je suis toujours en train de le relancer pour qu'il mette ses mains dans la terre, là. Donc ça m'énerve un peu. Donc il y a souvent des tensions et des crises à cause justement de ce problème des limites, en fait, et de cette addiction à l'intensité, qui a son charme et en même temps ses pièges.
Voilà, donc moi l'addiction à l'intensité, j'en suis revenue parce qu'il y avait une période j'étais addict à l'intensité aussi, donc je montais dans la fusée avec lui et puis j'ai trouvé que c'était malsain, en tout cas que c'était fatigant. Donc je le laisse continuer à faire ces machins là, mais d'intensité. Et moi je me suis retirée pour ma part de toute cette partie de projets intenses, de machins intenses, d'imaginaire intense, de faire des tas de trucs intenses. S'il veut les faire, il les fait. Et moi, de mon côté, je fais autre chose. Ou je fais pas, ou je fais ce que j'aime. Mais je suis moins affiliée. Voilà, il y a son univers et le mien. Et je reste à ma place. Et je suis d'accord pour qu'il aille dans ses trucs à lui. C'est pas un problème. Mais je ne me mets pas dans son monde à lui qui parfois est trop excité, quoi. Il y a trop d'instabilité et trop d'intensité qui fatigue en fait. Voilà. C'est un peu comment j'ai géré moi. Après, je trouve que ça marche pas mal comme ça maintenant. Bon, ça c'est au bout de 13 ans. Hein. Ça s'est stabilisé. Mais j'ai un côté stable qui fait qu'il trouve de la sécurité chez moi parce que j'ai la capacité de fonctionner avec les limites, d'être dans la réalité, d'être plus dans l'instant présent, d'être moins perché, barré, dans l'exceptionnalité ou la grandiosité. Du coup, il trouve un endroit de sécurité à l'endroit où moi je suis plus stable. Et moi, j'aime bien son côté enrichissant, donc ce côté visionnaire, ce côté fantaisiste. C'est riche intellectuellement, donc j'aime bien, c'est stimulant. Mais trop, c'est trop. Donc j'ai trouvé en restant sur mon axe et en disant, écoute, si tu veux du trop, tu continues sans moi. Moi, je reste avec mon truc et toi, tu continues. Voilà un peu les pistes que j'ai trouvées. Donc, ralentir. Souvent, parler moins, ça aide. Tu vois, faire silence, ça met des pauses. Mettre des limites à l'analyse. Rester plus ici et maintenant. Je reformule un peu ce que j'ai dit, en restant sur un sujet et un seul. Éviter d'accuser aussi. Hein, moi, je blâme pas. Hein. Quand je suis avec lui, je l'accuse pas. Je comprends, mais je rentre pas dans des discussions pour discuter le bout de gras qui sert à rien en fait. Voilà. J'ai trouvé l'astuce. Après, le bon, il y a quand même vachement de trucs qui sont bien, c'est les échanges profonds, l'amour profond. Enfin, vous allez trouver de la profondeur. Donc il y a des côtés sympas que moi je garde. Hein. Les discussions intellectuelles qui sont riches. L'impression d'être vraiment vue ou comprise pour qui je suis, l'authenticité, les côtés très fusionnels, très empathiques, tout ça c'est chouette. Hein. Moi je garde le bon là, le côté passionné, ça peut être sympa. Je prends le bon côté de la passion et j'ai le bon. Voilà. Et je rentre plus dans les trucs grandiloquents de quel est le sens de notre couple et est-ce qu'on fait couple tous ces trucs, toutes ces questions existentielles. Moi, j'ai mis tout ça de côté. C'est un peu du blabla maintenant pour moi. Je dis, on est en relation et voilà, d'instant en instant, qui vivra verra. Et je rentre plus dans la grandiloquence. J'aimais bien, mais je suis partie en burn-out moi là-dedans. Donc ça m'a fatiguée ce truc. Donc du coup, je pars plus là-dedans. Je ne monte plus dans ce bateau-là. Mais c'était intéressant parce que c'est une expérience qui peut être riche, hein, de partir dans des fusées comme ça, émotionnelles, de s'embarquer en fait. C'est un embarquement. Et c'est voilà. souvent, Alors vas-y, prends le bon micro. Je suis pas sûre que le micro... Si, il marche. Et je pense que c'est souvent aussi des séducteurs, séductrices, les HPI, parce qu'ils ont tellement besoin de reconnaissance qu'ils vont séduire, mais de manière globale. C'est pas, de manière globale, on peut séduire un homme, une femme, mais on peut séduire un auditoire, on peut séduire, voilà. Et leurs activités vont avec, je pense. Alors, peut-être pas tous, hein, ça dépend lesquels, parce que tu en as qui vont être très passionnés, tu sais, comme des geeks. Et donc, vraiment être dans leur monde et très sélectif sur avec qui je cause. Mon temps est précieux. Et je ne cherche pas tellement... la séduction va être dans l'expertise. Je suis un expert et j'ai affaire qu'à des experts comme moi. Les autres ne m'intéressent pas. Je veux que des sujets profonds, sinon ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis, tu as un autre profil qui est plus séducteur et plus social, et qui va vers le monde avec ses failles narcissiques en cherchant effectivement à séduire
pour les problèmes de reconnaissance. Donc, tu vois, il y a différentes sous-catégories. Voilà, et effectivement, il y en a qui, de fait de leur faille narcissique, vont chercher à être... la stratégie, c'est la manip et la séduction, partout, tout le temps et partout. Ça, c'est possible aussi, et on va appeler ça de la manipulation d'ailleurs, hein, parce que la séduction est de la manipulation. Qui c'est qui veut parler? Je vais traduire. Dites-le et je vais le redire. Oui. Les failles narcissiques, ça peut se soigner par de l'estime de soi. Oui, c'est ça, les failles narcissiques. Alors, elles se traitent, bonne question, comment se traitent les failles narcissiques? Pour moi, elles doivent être vues déjà, parce que tant que je ne vois pas alors, c'est le perfectionnisme qui est derrière pour moi. Ça part de l'endroit de la culpabilité de ne pas se trouver à la hauteur, de ne pas se trouver légitime. Donc, tant que ça n'est pas guéri, entre guillemets, si tant est que ça peut se guérir, tant que je ne diminue pas mon perfectionnisme, je vais continuer d'avoir des failles narcissiques. Donc la reconnaissance, elle n'est pas cherchée vers le monde extérieur, elle est l'auto-validation. Comment j'exige moins de moi, comment je suis moins ambitieux, comment c'est l'arrogance, c'est de la prétention vis-à-vis de soi-même. Je ne veux pas faire avec les limites, je suis fâchée avec les limites. Donc à un moment donné, je suis limitée. Je suis médiocre comme tout le monde. Voilà, je suis pas à la hauteur. Et alors? And so what? C'est pas très grave. Des fois, je réussis, des fois, je réussis pas. Et alors? C'est pas le problème. Donc, j'en fais pas un problème majeur. Et ça doit se régler, qui est diminuer ses attentes et ses exigences hautes et élevées vers soi-même, et vis-à-vis des autres, mais surtout vers soi-même. Ça, c'est un truc. Et qu'est-ce qui va les aider? Vous avez compris que tout est aggravé parce que c'est instable. Donc, par exemple, les failles narcissiques sont aggravées quand le système nerveux est dérégulé, et comme avec beaucoup de l'addiction à l'intensité, comme on l'a vu. Et comment je régule mon système nerveux? Tout simplement en faisant des choses dans ma journée, souvent structurées et routinières, ou corporelles, ou faire du sport, ou faire des choses qui me ralentissent, pour débrancher ce mental et réguler mon système nerveux. Ou dormir plus, ou je sais pas, ou me relaxer, ou je sais pas, réguler ce système, sinon je m'enflamme, mon terrain est enflammé. Et quand mon terrain est enflammé, les failles narcissiques, elles montent au plafond, les idées grandioses, elles montent au plafond, la dispersion monte au plafond, tout monte au plafond. Et là, on ne peut plus faire grand-chose, hein. Ça monte tout seul. Hein. Donc il faut mettre sur pause. Mais qui est responsable de se mettre sur pause? Le sujet. La méditation peut être aidante. Souvent, ce qui peut être aidante, c'est le yoga, la méditation. C'est des routines comme ça, ou la relaxation, je ne sais pas. Enfin, il faut faire des trucs qu'on aime, hein, qui plaisent. Chacun ses démarches. Mais voilà, ce qui aide. En fait, toujours pareil pour tout le monde, je dis toujours la même chose. Ce qui vous facilite la vie pour vous autoréguler, c'est bien. Voilà, faites-le. Ce qui vous facilite pas la vie, c'est que c'est pas si vous vous aggravez, c'est que c'est pas le bon chemin, c'est pas ce qui vous va bien, voilà, c'est tout. Donc remarquez qu'est-ce qui vous aide. Ça peut être la co-régulation avec d'autres, des experts comme vous, des gens qui sont dans des trucs profonds comme vous. Un peu, sans surstimulation, ça peut vous aider parce que vous vous sentez compris avec vos groupes de pairs. Donc les HPI entre eux, c'est pas mal. Mais ça peut être aussi, ou avoir des amis, hein, voilà, des amitiés, ou se réguler, faire du sport, faire des choses qui calment un peu le mental. Voilà, trouver des astuces. Personne ne va le faire à votre place. Hein. Ouais. Alors, est-ce que la question, après je te passe le micro, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'aide médicale? Quand ils sont en burn-out, en dépression ou en troubles anxieux excessifs, exagérés, oui, comme tout le monde. Tant que ça ne part pas de manière trop enflammée et trop grave, ils vont passer le cap. Il faut qu'ils apprennent à se réguler. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Souvent, le conjoint, la stabilité d'un foyer peut les aider aussi à être un lieu de sécurité, donc un agrandissement d'un sentiment de stabilité. Ou pas. La relation amoureuse peut être un piège, peut enflammer le terrain. C'est pas grave, ça marche encore. Mais c'est pas une maladie. Hein, non, c'est pas une maladie, non. C'est pas une maladie. Alors, vas-y. Non, ça marche. C'est la batterie qui est faible. Non, mais...
Oui, je pense que c'est pas figé. Alors, il y a un psychiatre d'origine polonaise qui s'appelle Dabrowski qui a mis en exergue une possibilité pour les zèbres, les HPI, donc d'évoluer à travers différentes phases. Bon, là j'ai plus le terme en tête, mais moi je sais que depuis 12 ans maintenant, je sais que je suis zèbre et ça m'a complètement calmé. Parce que je sais que j'appartiens à une certaine communauté, comme à Typico, etc. Et je fais plus cet effort de suradaptation, je m'en fous. Et je suis comme je suis, puis voilà. Donc, Dabrowski, c'est très intéressant. Et je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de zèbres qui ne savent pas qu'ils sont zèbres. Donc ça, il y a à peu près 80% des zèbres qui ne le savent pas. Oui, 80% des HPI qui ne le savent pas. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de reconnaître que tu es dans cette catégorie, entre guillemets, que tu sois TSA, TDAH, HPI, hypersensible, etc. C'est de toute façon intéressant, si vous n'êtes pas diagnostiqué, de se faire diagnostiquer éventuellement. Parce que de ce fait de se reconnaître et de voir, ah bah oui, je suis comme ça, et bien déjà, ça descend, ça diminue, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, vous êtes dans la différence. Et donc, vous comprenez comment vous fonctionnez. Et à partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez, c'est apaisant. Et puis, tu arrêtes de faire des efforts. Ce qui peut fatiguer, c'est de faire des efforts de suradaptation. Voilà. Et d'expliquer, de donner les codes à l'autre de comment je fonctionne, pour que l'autre, effectivement, comme on l'a dit, ne le prenne pas trop perso, comme on l'a dit, s'adapte aussi à quelqu'un, prenne le bon, tout en ne se mettant pas dans les pièges de l'HPI qui peut l'embarquer dans des trucs intenses, etc., et auxquels il va se perdre. Donc c'est intéressant, effectivement, de voir, pour celui qui est conjoint, qui est neurotypique, est-ce que j'ai les moyens de fonctionner avec un HPI ou pas? Et pour le HPI ou HPE, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai les moyens? Je ne sais même pas est-ce que je peux, est-ce que je veux? Est-ce que j'ai les moyens de fonctionner avec quelqu'un qui n'est pas comme moi? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça me met en stress? Ou ça aggrave mon cas? Est-ce que ça facilite la vie ou est-ce que ça aggrave mon cas? Et ça, c'est important. Sur des profils instables, si je ne sais pas me faire du bien et que je relationne avec des gens qui aggravent mon cas, même si j'aime beaucoup la personne, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Ça a à voir avec la régulation de mon système nerveux. Ça a à voir avec mon stress. Donc c'est important de comprendre ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Très souvent, les gens ils me parlent d'amour. Je dis, mais arrêtez de me parler d'amour. Ce n'est pas un problème d'amour. Le mot est mal utilisé. C'est est-ce que j'ai la compétence, est-ce que mon organisme peut gérer, tolérer cette relation ou pas? Et après, sinon, on reconsidère la relation. Si on est sur le terrain de la relation, on met plus de distance, ou on est en amitié, ou on fait autre chose. Mais on n'est pas obligé de continuer comme ça si c'est un problème, en fait. Voilà. Et ben voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Si vous avez... je ne sais pas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je le dis, je le redis, parce que des fois j'oublie, ben, vous pouvez vous abonner et faire partager... C'est vrai que c'est toujours un travail de bénévolat que je fais en général. Après, ça marche parce qu'il y a des abonnés sur ma chaîne et qui partagent parce qu'ils ont trouvé intéressant. Et je fais tous les 15 jours d'autres conférences sur d'autres thèmes, sur la relation. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire vos commentaires sur le replay, sur la vidéo quand elle sera en ligne. Voilà. À bientôt. Merci.